bonjour. Nous sommes ici à l'église de Serres, où Georges Kiss nous a expliqué qu'il y avait deux croix rouges étrangement apposées sur le mur à l'époque médiévale. C'est vrai que c'est très très chouette. Les employés municipaux l'employé municipal nous a permis d'entrer, très sympa. À la mairie, ils sont très cool, donc c'est sympa, ils nous ont permis d'entrer là et de faire ce qu'on avait à faire. Donc je tiens à remercier la Rose Rouge, Tony, la Rose Rouge, le bouquiniste, ainsi que la dame, je crois que c'est Hélène à Rennes-le-Château, parce qu'ils sont charmants et ils sont vraiment très très sympas pour la documentation. Et on va vous présenter après donc tout un périple que l'on a fait à Villerouge-Terménèse, et puis où est-ce qu'on l'a fait l'autre, je ne sais plus où c'était, enfin un endroit très, au Boulpérios, pardon. Enfin c'était vraiment très chouette. Donc on vous présente tout ça et vous allez avoir à la suite des petites vidéos sur le sujet, sur un sujet très caustique et très controversé par les gens de Rennes. Donc là-bas vous allez avoir un aperçu assez général de notre développement sur la variante sceptique, sur Henri Goudet et sur sa conception codée de la variante sceptique. Donc vous allez avoir quelques éléments que j'ai diffusés et d'autres que je n'ai pas diffusés. Enfin c'est mon fils parce que moi je suis nul là-dedans, mais il y a un développement général et un ensemble qui nous amène toujours au même point. Un point crucial de l'histoire de Rennes-le-Château où tout le monde dit non, Rennes-le-Château, on en a fait le tour, on découvre des trucs, mais c'est Rennes-le-Château et le lien avec Rennes-les-Bains, qui logiquement n'existe pas, sauf qu'il existe véritablement. Et là, vous allez en avoir un fort aperçu. Et vous pourrez chercher, parce que je me donne des éléments pour pouvoir chercher, et pas pour tourner en rond et tourner en bourrique sur le domaine de Rennes, mais c'est toute la région qui est comme ça. Vous avez vu un peu les photos là, et les images médiévales, d'ailleurs, qui bien montrent les peintures médiévales dans cette église qui est superbe, qui est vraiment très très rustique, mais qui est magnifique. Voilà, et là montre donc, et derrière toi, avec ce qui a été découvert quand ils ont fait les travaux. C'était très bien fait, voilà, c'est vraiment rustique, mais c'est parfait. Donc tous ces éléments. Alors ici, on remarque quand même une chose, c'est que le chemin de croix est étrange, il est mis au milieu. La 14e station est au milieu des autres. Et ce qui est d'autant plus étrange aussi, c'est qu'il n'y a ni le curé d'Ars, ni... Il y a Jeanne d'Arc. Il y a une statue de Jeanne d'Arc, un buste simple en marbre, qui paraît étonnant. Et il n'y a pas Sainte-Germaine-de-Pibrac comme dans les autres. Pourquoi? Il n'y a pas Saint-Antoine de Padoue, il n'y a pas Saint-Antoine l'Ermite, et il n'y a pas Saint-Luc. Enfin, je ne crois pas. Saint-Luc, je n'ai pas vu. Donc, chose étrange. Alors que toutes les autres églises de la région sont habillées de Saint-Luc, qui nous composent le moral, comme on nous dit à Rennes-le-Château. Et effectivement, les bons Saint-Luc à Rennes-le-Château, c'est très discutable. Autre part, il est présent. Il va être présenté dans une des vidéos. Je pense que c'est lui parce qu'il a un livre, mais il est une épée aussi. Donc pourquoi donc vous avez tous ces éléments. Le chemin de croix a l'air d'être perturbé et d'être dans le mauvais sens. Enfin, dans un sens complètement délirant. Parce que la 14e station est au milieu des autres, donc ça je ne comprends pas. Mais voilà, vous avez des éléments. Et par la suite, vous allez avoir dans nos vidéos tout un ensemble, comme je vous ai dit, de données qui vont vous amener au même point. Le point d'impact, on dira, qui va devenir un point d'impact Castelrenais. Donc, merci, à plus tard, vous avez 2 autres vidéos derrière, au moins, peut-être une quatrième, on verra. Donc, merci. Alors bonjour, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à Opoul-Pérignos, lieu très cher à Monsieur Douzet, que je salue au passage.
Donc ce lieu est magnifique. Vous avez le bord de mer derrière à, à quelques dizaines de centaines de mètres, je dirais, voire de 3 km. Mais c'est magnifique, c'est terrible. Bon, il y a des éoliennes qui gauchent un peu le truc, mais enfin bon, ça va. Donc, nous sommes allés à Totavel. Nous sommes passés par Totavel, bon là pour attaquer et pouvoir vous parler un peu de la prochaine recherche que je vais effectuer, mais ça on en parlera plus tard. Donc aujourd'hui, je veux vous stipuler pas mal de petites choses au sujet de la VLC et de différents endroits de la région qui sont quand même des endroits évocateurs d'une certaine personnalité, si on peut l'appeler ainsi. Donc voilà, je vais commencer, et même certains ouvrages. Je vais vous parler, par exemple, vous souvenez-vous, dans la vraie langue celtique, dans du Trésor au vertige, on nous évoque à un moment les tamis de crin. Les tamis de crin qui sont foutus à Sarzeau. Les tamis, bon, un tamis généralement c'est un croisillon, hein, enfin ce sont des croisillons, c'est un treillage, un grillage éventuellement, mais ça peut s'identifier aussi, et surtout d'ailleurs, dans la vraie langue celtique, à quoi, à votre avis? Eh bien, bon, pour ceux qui n'y croient pas, bah, coupez tout de suite, parce que vous allez pleurer. Euh, donc ça fait penser au cryptogramme de Saunière, mais pas le petit et le grand parchemin, le cryptogramme dont on ne parle quasiment jamais, qui s'appelle le Sceau-Pêcheur, mais qui est développé avec un texte de 264 lettres, dont 64 lettres en vrac et le reste, un message, Sceau-Pêcheur, à l'embouchure du Rhône, tagala, tagala. Sauf que bon, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres émissions, donc je vais pas recommencer. Ça va être fatigant, je vais pas faire comme un reine. Ce Sceau-Pêcheur, eh bien, à un moment, quand il nous parle de Sarzeau, donc il nous parle des tamis de crin. Oui, mais il nous parle des tamis de crin pour nous parler surtout du lieu de naissance d'un certain personnage, qui n'est pas n'importe qui est en même temps un écrivain un peu délirant, qui s'appelle Le Sage. Et en 1707, je crois, il fait un bouquin qui s'appelle Le Diable boiteux. C'est pour ça d'ailleurs que Asmodée, on l'appelle le Diable boiteux, alors que dans la légende de Salomon, il n'est pas boiteux, a priori. Il y a des gens qui trouvent des trucs, mais a priori, il n'est pas boiteux. Chez Le Sage, oui. Bon. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est battu avec un autre démon. Et Le Sage, eh bien, étrangement, cet écrivain est né à Sarzeau. Donc, Sarzeau, rapport au tamis de crin, donc le grillage, le treillage. Donc là, rapport par assimilation, vous allez dire non si vous n'êtes pas d'accord. Ok, répondez-moi sur les vidéos sans m'insulter. Si vous m'insultez, de toute façon, je vous répondrai. Voilà, ça sera réglé. Et bien après, Tubal-Caïn. Notre bon Boudet nous parle de Tubal-Caïn. Tubal-Cain, pour certains, Tubal-Cain. Si Tubal-Cain, je te fous un tas dans la gueule parce que j'aime pas combattre les quins. Donc, Tubal-Caïn et serait le père d'Asmodée, qu'il aura eu avec sa sœur. Alors, on ne le trouve pas dans toutes les histoires, mais effectivement, dans certaines histoires bibliques, hein, enfin bibliques ou je sais pas comment vous appelez ça, truc de Curton, quoi, mais serait le père d'Asmodée. Bon. L'église de Bugarache, les vitraux, l'ange Raphaël et Tobie, ennemis d'Asmodée. Quand même. Donc on retrouve Tobie. Donc ça nous ramène au livre de Tobie. Donc à Asmodée obligatoirement. Si Asmodée n'existe pas, Tobie n'a pas lieu d'exister quelque part. Bon. Boudet, dans la vraie langue celtique, il nous parle des Garumnites. Je vous en ai déjà parlé. Les bêtes à cornes, dont 2 ou 3 bêtes à cornes sont sur les éminences et donnent des cris d'alerte si les Garumnites arrivent. Bon, jusque-là, ça paraît un peu une histoire invérifiable, voilà, et peut-être historique.
Sauf que les garoumnites, le mot est composé de garum. Et garum est une soupe de viscères de poisson adorée des Romains. Mais aussi, le garum, quelque part, les viscères de poisson, c'est ce qui fait fuir Asmodée. C'est le seul élément qui puisse le faire fuir. Donc toujours rapport à l'Ancien Testament et au livre de Tobie. Donc les métacornes, ta gueule la vieille. Putain, elle me pète les couilles la grosse connasse. Alors, après, chemin, non, on va le garder pour la fin ça. Oui, là je vais vous le faire parce que vous allez être un peu surpris. Bon, ce qu'on oublie toujours de dire, l'échiquier devant Asmodée, ça n'a rien d'étonnant. Il est quand même le démon du jeu. Le démon de la luxure, oui, d'accord. Le démon du jeu et le gardien du temple de Salomon. Donc là, on a deux éléments. Bon. Alors, quand on nous dit non, c'est pas Asmodée, il y a quand même pas mal de rapports. Et, alors, voyons, la station 14. La station 14, messieurs, dames. Là, ça va être plus chiant pour vous, parce que ça fait des années que je vous entends dire, ça fait 14 ans, moi, que je suis dans l'affaire. Avant, je m'y intéressais pas, j'en avais rien à foutre. Je connaissais que vaguement depuis les années 80, mais sans jamais m'y être intéressé. C'était la seule histoire. Moi, je m'intéressais pas. À l'époque, en prospection et tout ça avec Didier Odilou. Donc, bon. Le chemin de croix, station 14. La mise au tombeau de nuit. Ça vous paraît toujours étrange? Ouais. Ça, je veux bien. Sauf que il y a un endroit où la mise au tombeau est faite de nuit. Et chez quelle personne? Eh bien, Tobit. Tobit, c'est pas une insulte, hein. Vous en faites pas, hein. Sinon j'aurais dit ton grosse bite, quoi. Là, c'est Tobit, donc le père de Tobie. Et le père de Tobie, eh bien, il est tellement respectueux des morts qu'il veut mettre les morts tués par son roi, ainsi que les morts habituels de ses tribus. Mais les morts tués par son roi, il veut les enterrer. Sauf que son roi n'est pas d'accord. Donc, il fait rechercher le père de Tobie. Donc, ce fameux Tobit. Et il fait rechercher ce fameux Tobit, parce que justement, il fait un truc contraire aux règles du roi. Et donc, du coup, il cache les morts. Et, il les cache pour les enterrer la nuit. Donc, ce qui nous explique tout simplement une chose. Vous avez cherché le corps du Christ, machin. Peut-être aussi. C'est possible. J'en sais rien. Ça, moi, je suis pas croyant. Ça me dérange pas qu'ils soient enterrés ailleurs qu'en Palestine ou où on veut. Donc, là, l'élément, c'est que le père de Tobie, donc Tobit, met les morts en terre la nuit. Et c'est lui qui est représenté. Parce que quand on regarde les représentations des années, des 17e, 18e, on retrouve souvent ce bonhomme en espèce de toge, celui qui rentre et qui a le père, enfin Tobit, si, c'est lui. Hein. Après, je n'affirme rien, mais je vous donne au moins une piste. Et c'est très supposément possible. Donc forcément, ça peut gêner beaucoup de gens, parce que forcément, ça nous ramène toujours au livre de Tobie. Donc, à l'Ancien Testament et au livre de Tobie. Et pour finir, j'ai appris un truc en allant voir justement, j'ai appris une chose très importante en allant voir la conférence de M. Douzet à Rennes-les-Bains, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois hier. Super intéressant, parce que le carnaval de Limoux représente a priori des Qatars ou des gens de machin, mais des gens de Limoux, les gens de Bugarache. Et les gens de Bugarache, a priori, d'après ce que j'ai appris chez M. Douzet, alors il y en a forcément qui vont dire que c'est un falsificateur, un menteur. Maintenant, arrêtez de nous emmerder avec ça, parce que il diffuse de meilleures informations que beaucoup. Puis il ne reste pas le cul dans sa chaise. Donc c'est très bien. Alors, les gens de Bugarache, après la procession, ils tuaient un taureau. Sauf que ce taureau, le foie était spécifiquement attribué aux habitants de Bugarache. Alors maintenant, expliquez-nous pourquoi.
S'il n'y a pas un rapport de cause à effet avec le foie et l'histoire d'Asmodée, parce que le foie et le fiel, quand il brûle le foie, ça fait fuir le démon, eh bien, expliquez-moi comment vous allez pouvoir nous prouver le contraire. Parce que là, vous qui n'avez jamais trouvé, enfin, paraît-il, parce que vous aviez peut-être ça sous le coude, vous allez nous dire que vous l'aviez, eh bien là, voilà, rapport exclusif au livre de Toby et Asmodée. Alors, donc il y a quand même pas mal d'éléments, et puis j'ai certainement, c'est pas une liste exhaustive, hein, il y a certainement pas mal d'autres éléments. Donc vous avez le lieu de naissance de l'Osage, dans la vraie langue celtique, Tubal-Caïn, dans la vraie langue celtique. D'ailleurs, là, Tubal-Caïn n'est plus maître des métaux. Faut pas oublier quand même que Asmodée a construit le temple de Salomon sans métal, sauf que Tubal-Caïn, alors il aime peut-être pas son père, parce que son père est spécialiste du métal. Sauf que là, il s'est versé dans les arts nautiques. Cherchez un peu pourquoi aussi. Dans les codages de Boudey dont j'ai parlé, avec le codage B, eh bien vous arrivez au codage, avec le codage HB, ben, vous arrivez à Galion, à des tas de choses, là qui ont un rapport avec le trésor du Cuauhtémoc. Là on est au Mexique, enfin au Pérou, pardon, et en Normandie. Merci. Après, dans la vraie langue celtique, on a encore l'histoire des guerres humnites. Il y a certainement plein d'autres éléments dont je n'ai pas parlé. Le chemin de croix qui nous ramène à Asmodée encore. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'histoire de Toby et de Tobit, ça se passe dans le Rages et pas le Razès. Donc c'est pas mal d'éléments qui sont quand même assez porteurs d'informations pour ceux qui veulent y voir des informations. Quand il y a une information, je veux bien, c'est du hasard. Quand il y en a deux, je veux bien aussi, c'est du hasard. Quand il y en a 7, 10, 20, eh bien là, c'est plus du hasard, c'est une certitude. Donc maintenant, messieurs, dames, qui m'avaient écouté, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, c'est très bien. Et puis, peut-être à plus tard. Aujourd'hui, nous sommes à Roque-Taillade. Nous le faisons ici parce que on s'est fait jeter de Notre-Dame de Marseille où on voulait montrer des médaillons. On est tombé sur un guide, enfin un surveillant, a priori, très très con. Bon, en même temps, il était 7 heures, il devait avoir envie de rentrer prendre l'apéro, le gros. Mais on aurait cru Jean-Michel Pousse en double. Enfin, on aurait cru son frangin, je lui ai même demandé, d'ailleurs, je lui ai dit, vous êtes le frangin de Jean-Michel Pousse, parce qu'il était mignon. Et donc très très agressif. Il nous a même dit que Marie nous surveillait. Bon, effectivement, ils doivent être emmerdés par tous les chercheurs à la con qui font n'importe quoi. Tout ça parce que j'avais ma lampe qui est là. Vous voyez, une petite lampe à la con. Et j'étais en train de regarder une crèche. Et il m'a dit, ah, vous me semblez bien curieux, vous, monsieur. Vous auriez eu un portable, j'aurais rien dit. Ah ouais, donc le portable est normal. Oui, j'en ai pas. Donc non. Voilà, bon, on s'en fout. Donc Notre-Dame de Marseille, et du coup, bon, on n'a pas voulu non plus tourner une vidéo à Limoux, dans la cathédrale, où
l'église de Limoux, enfin qui est vraiment très belle. Parce que à Limoux, il y a tous les sceaux de Salomon qui décorent tout le pourtour du plafond en vitrail. Hein. C'est super beau. Après, à Notre-Dame de Marseille, on aurait bien voulu prendre des médaillons alchimiques et tout ça, mais bon, ils n'ont pas toléré. Donc on s'est barré, on s'est quasiment fait éjecter, presque manu militari. Donc pour vous dire qu'on faisait le tour des églises, pour essayer de récapituler le fait que dans toute la région, c'est toujours les cloches qui nous accueillent. Voilà, on est peut-être des cloches ici. Ouais, on est quand même quelques cloches. Mais, donc, oui, on essaie de faire un mix de toutes les églises de la région. Donc ici à Roquetaillade, on l'avait déjà fait l'année dernière, où il s'avère qu'il y a Sainte-Germaine de Pibrac. Alors dès que Sainte-Germaine de Pibrac est là, a priori ça peut composer le bon Graal. Si elle n'est pas là, s'il n'y a pas un saint ou une sainte qui commence par G, compliqué. Donc Sainte-Germaine de Pibrac est généralement présente. Alors elle était à Limoux ce matin, oui. Par contre, pour identifier avec comme à Rennes, parce qu'il n'y a pas qu'à Rennes, ici, donc généralement il y a Saint-Luc. Là il y avait Saint machin qui commençait et qui se finissait par elle, qui commençait par elle. Alors peut-être que, j'en sais rien. Je pose, enfin c'est une interrogation. Après, si quelqu'un peut me répondre, ça peut être bien. Mais il s'avère que pas mal d'églises dans la région ont Sainte-Germaine de Pibrac, Saint-Roch. Quand on ne voit pas Saint-Roch, ben, il faudra qu'il y ait un autre saint qui commence par R. Donc pas partout. À Serres, là dans une des vidéos qu'on a faites, que vous allez voir, ou qui va être mise après ou avant, on ne sait pas comment on va la monter. À Serres, là il y a les deux croix templières, ou les deux croix supposées templières par Georges Kiss, qui a fait des super recherches là-dessus. Donc là, il n'y avait aucunement de Sainte-Germaine, c'était autre chose. Bon, alors est-ce qu'on change de région? Est-ce qu'on change de culte, éventuellement? Prête-moi ton culte, je te dirai, voilà. Donc j'en sais rien. Donc Roquetaillade, Rennes, donc il est présenté partout. Donc le fameux G, le R, pour Saint-Roch, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine-l'Ermite, donc AA, et puis le L, alors Saint-Luc. On l'a retrouvé à. Où est-ce que c'était? Enfin, je ne sais plus où on l'a dans une des vidéos. On a retrouvé. Alors, c'est Saint-Luc, il a le bouquin. Par contre, lui, il a une épée. Bon, alors, j'en sais rien si c'est lui. Les théologiens pourront nous en dire plus. Les attributs portés, est-ce que Saint-Luc un jour a une épée et un livre? Je n'en suis pas sûr, mais ça faudra que je vérifie quand on rentre à Rouen. Donc, on a fait le tour complet de tout ça, et enfin, complet, non, pas complet, pas du tout complet, mais toutes les églises qu'on essaie, on regarde. Ça nous permet au moins d'avoir une analyse plus objective sur le sujet, au lieu de dire, ouais, Rennes, c'est spécial. J'en ai entendu plein qui me l'ont dit, ouais, arrête, c'est spécial. Devinez qui j'imite. Donc, à vous de me dire. Et bah, tout ça, pour vous saluer. Bon, je vous ai parlé de la Rose Rouge, Tony, avec ses bouquins. Il a des bouquins géniaux. Il a vraiment des bouquins qui ne sont pas fréquents. C'est ce qui est quand même assez exceptionnel dans son truc. Et puis, bah, forcément, Hélène, là-haut, à Rennes-le-Château avec son fils et puis qui dirige le magasin d'une main de maître. Ils sont très cool aussi et ils vous trouvent des bouquins d'enfer. Donc bah, je les salue, je vous salue aussi. Et puis bah, une prochaine fois.